chez Design et Data parce qu'on a trouvé que c'était, il y avait un côté, du coup, la data qui était recherchée par toutes les entreprises, le design qui était une façon de se démarquer par les entreprises pour trouver de nouveaux projets, pour trouver de l'innovation dans leur façon de faire. Et on a essayé de combiner les deux et on va vous présenter cela. Comment est-ce que c'est possible de combiner les deux? Comment un designer peut travailler avec de la data et travailler avec des data scientists? Bonsoir à tous, moi je suis ravie de vous parler aujourd'hui de ce que c'est que le design thinking. Vous avez entendu beaucoup parler de ça dernièrement, mais il faut savoir que le design thinking n'est pas très jeune, c'est-à-dire qu'il doit ses origines à ce qu'on appelle le design. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous citer toutes les spécialités de design parce que je pourrais rester toute la journée, mais il faut savoir que le design, si on devait le résumer, c'est un peu une méthode ou un état d'esprit qui va s'intéresser aux problèmes rencontrés par l'humain et va trouver des solutions à ça. Donc en ce qui concerne le design thinking, il a été, on va dire, il n'est pas très jeune parce qu'il a été démocratisé par un monsieur qui s'appelle David Kelley en 1991. Donc c'est aujourd'hui un des fondateurs de IDEO, si vous connaissez, c'est une agence de design globale, donc qui est internationale, qui n'a pas encore aujourd'hui malheureusement de bureau à Paris, mais qui est un peu partout dans le monde, et qui lui s'est rendu compte que le design, qui avec cette approche de résolution de problèmes et qui mettait l'humain en centre, s'est dit pourquoi pas utiliser cette méthode pour, en tout cas, utiliser le design pour le mettre au centre de disciplines telles que le marketing, la stratégie, la production, et comment on va faire en sorte que le design va aider des marketeurs ou des stratèges à repenser leur façon de faire. Voilà, donc ça c'est pour qu'est-ce que c'est que le design. Où est-ce qu'on peut trouver le design et où est-ce qu'il peut postuler, en tout cas, où est-ce qu'il peut travailler? Il peut travailler pour concevoir des nouveaux produits, donc des nouveaux services, des espaces, c'est-à-dire un espace comment une personne qui va venir dans une conférence aujourd'hui, on va pas travailler sur ça, mais en tout cas comment on va faire en sorte qu'il va avoir la meilleure expérience pour passer via tous les stands. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire par exemple. Les interfaces, c'est-à-dire tout ce qui est application, et les organisations. Aujourd'hui, il y a aussi le design qui est utilisé pour comment on conçoit des organisations qui vont être centrées sur l'humain. Ça c'est la data. Je laisse te présenter. Bonsoir, moi c'est la data du coup. Alors la data, vous savez ce que c'est qu'une donnée? Ouais. Comment vous pourrez définir une donnée? Je sais pas, lancez-vous, dites-moi un truc. C'est pas facile, hein. Une information. Ouais. Ouais, alors c'est pour ça que nous on se dit par exemple que la data on pourrait pas franchement lui donner un père ou une mère ou dire depuis quand ça existe, parce qu'une information, le nombre de pommes que vous avez dans votre panier par exemple c'est une information. La distance qui sépare un point A d'un point B, vous l'exprimez en kilomètres, en miles, en ce que vous voulez, mais c'est une donnée. Okay. Donc la donnée, depuis qu'on sait compter, a priori, depuis qu'on sait compter, je veux dire la data existe, quoi. Par contre, du coup, ce qui est quand même intéressant, je ne vais pas revenir sur les débuts de l'humanité, quand on tenait des trucs sur des cahiers, qu'on ne savait pas encore écrire. Je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est un peu ce qui se passe dans la data aujourd'hui. Okay, ce dont on parle aujourd'hui, c'est voilà où on peut trouver de la data. Vous êtes une start-up, vous avez un CRM qui gère un peu vos clients, vous créez de la donnée comme ça. Vous avez créé un site web, vous avez mis votre joli Google Analytics, vous collectez de la donnée, vous essayez de comprendre vos utilisateurs, voilà, vous avez créé de la donnée. Il y a plein d'autres trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais les réseaux sociaux sont des énormes créateurs de données. Et en fait, c'est vous qui créez la donnée pour eux. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est les pairs de plein de choses dont on va parler après. Mais voilà, l'idée de la data, imaginez ça. Imaginez qu'une donnée, c'est simplement une information, comme disait mademoiselle, et qu'on va en essayer d'en tirer des insights intéressants. Et qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on peut la trouver à peu près partout là, dans tous ces petits icônes qu'on a mis ici. Comment le design thinking et pourquoi il est devenu célèbre? Il est devenu célèbre parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est passé à une ère, c'est plus simple déjà, à une ère où en fait, une ère marketing qui faisait qu'on faisait en sorte de construire un produit, c'est-à-dire, imaginons cette zapette, et je vais donner ça au marketing et je vais lui dire, fais en sorte que les clients, en tout cas que les personnes qui sont ici, en train de me regarder, aiment cette zapette. Donc ça, c'était l'ère d'avant. Aujourd'hui, on est passé à une ère où les produits sont devenus très complexes, où on a tous accès à la même technologie qui est de plus en plus mature, et en fait, on a un peu renversé tout ça, et on s'est dit maintenant, comment on va faire en sorte de créer un produit que vous, autour de cette table, en tout cas dans cette conférence, vous allez vouloir
pour pouvoir passer d'une slide à un autre. Ça peut ne pas être une zapette, ça peut être quelque chose qui va vous faciliter la tâche, mais on va partir vraiment d'un problème ou d'un besoin. On est aussi passé on va dire, d'une ère où les consommateurs aujourd'hui n'achètent plus des produits, mais ils achètent un peu des instants d'émotion. Donc c'est hyper important parce que aujourd'hui c'est ce qui fait la différence entre on va dire un restaurant ou un café A et un café B qui vont vendre le même café, mais en tant que client on va aller dans ce café et pas dans un autre parce qu'on n'a pas la même expérience. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le design thinking en tout cas est devenu célèbre, c'est parce que tout le monde essaie de se différencier par rapport à ses clients, et c'est grâce au design thinking qu'il peut le faire. Donc la qualité numéro 1 du design thinking, c'est que je ne peux pas travailler. Ma qualité, c'est que je cherche l'innovation et que je ne peux pas travailler tout seul. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon ami, l'ingénieur, en tout cas pour voir si est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est faisable technologiquement parlant. C'est-à-dire que le design thinking, lui, il est sur la désirabilité. Il va faire en sorte que le client ou que l'utilisateur va aimer le produit que je suis en train de faire. Et en tout cas, ça va provenir d'un problème qui nous a fait. Mais si je suis en train de créer et que c'est pas possible, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui va travailler avec moi pour travailler sur le côté technologique et faisabilité. Et derrière tout ça, ça sert à rien de construire quelque chose qui est désirable pour le client et technologiquement faisable, mais qui n'a pas de marché derrière. Donc c'est une combinaison des trois qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a créé un produit innovant. Voilà, donc ça c'est... Il faut vraiment garder en tête ces trois triptyques parce que c'est vraiment la base et l'état d'esprit du design thinking. À côté de ça, on reconnaît le design thinking à sa curiosité, c'est-à-dire que c'est une méthode et un état d'esprit qui va beaucoup s'intéresser à l'humain. Pourquoi il fait ça? Et qu'est-ce qui fait qu'il fait ça? Et pourquoi il nous a dit ça? Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle la recherche utilisateur, on va vraiment se concentrer sur l'humain. Et c'est ce qui fait qu'il a une empathie démesurée. Donc pour ça, l'empathie, c'est vraiment on va dire, si je devais l'expliquer, c'est comment je m'intéresse à les autres et à l'émotion des autres tout en restant neutre émotionnellement parlant. Parce que mon but, c'est de trouver une solution à son problème et ne pas rentrer avec lui dans ses émotions, contrairement à ce qu'on appelle la sympathie ou la compassion. Et dernier truc, c'est que j'adore les problèmes. Le design thinking, en tout cas, adore les problèmes parce qu'il part d'un problème et il ne part pas d'une idée. Contrairement à d'autres méthodos tels que le Lean Startup, on peut se dire, voilà, j'ai une idée, je vais aller voir est-ce que le marché va aimer mon idée et je peux réitérer. Non, le design thinking, il part d'une base qui est le problème. C'est le principal point de départ. Mon côté persévérant, ou je dirais même mon côté enfant, parce que en fait, quand on fait du design thinking, on est toujours dans cette posture de quelqu'un de neutre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un projet, je vais avoir cette posture de dire je ne connais pas et je vais poser, on a une méthode, en tout cas un outil dans le design thinking qui s'appelle les 5 pourquoi. C'est toujours poser 5 fois pourquoi quand une personne vous dit quelque chose. Donc ça peut être, on peut avoir, on va dire, on peut nous prendre pour un débile, mais c'est important de savoir pourquoi. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas le problème de surface et qu'on a vraiment le vrai problème. Et mon but, c'est vraiment, le but du design thinking, c'est améliorer l'expérience des clients. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux personnes, je m'intéresse à leurs personnes. Donc, quand je dis ça, comment je résous les problèmes et qu'est-ce que c'est que la méthodologie derrière? Parce que je vous ai dit que c'est un état d'esprit, mais c'est quand même une méthode qui a un nom qui s'appelle le double diamant. Donc la première chose, c'est que le design thinking passe entre la divergence et la convergence. C'est-à-dire, première étape, il va commencer par ce qu'on appelle l'empathie. Donc l'empathie ou, dans d'autres termes, la recherche utilisateur. C'est-à-dire, c'est la première étape, c'est que je diverge. C'est-à-dire, on va me donner un projet ou un sujet et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller à la rencontre des personnes qui rencontrent ce problème. Et quand je fais de l'empathie, il y a 3 techniques. C'est ou bien je vais faire des interviews, ou bien je vais faire de l'immersion, c'est-à-dire que je me mets à la place de la personne qui vit ce problème-là. Et après, je fais de l'observation, parce que entre ce que les gens me disent et ce que je vois, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on fait aussi de l'observation, pour vraiment voir est-ce que ce que me dit la personne est vraiment vrai. Donc là, j'ouvre un peu le diamant. Petit à petit, on récupère pas mal de données qui vont nous permettre de trouver ce qu'on appelle dans la deuxième étape la définition, en tout cas la problématisation, trouver le problème qu'on veut résoudre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça nous permet de se dire, ok, on a un problème, il faut maintenant trouver une solution. Donc on passe à l'étape idéation qui est assez connue et qui s'appelle aujourd'hui, en tout cas,
le brainstorming, et c'est pour ça que c'est important de distinguer les ateliers brainstorming du design thinking, parce que c'est pas pareil. Donc là, on arrive à la partie recherche de solutions. Donc encore une fois, on diverge. Pourquoi? Parce que pour un problème donné, on peut trouver plusieurs solutions. Donc là, on va réouvrir le diamant, on va diverger, on va trouver d'autres solutions, on va les prototyper, donc petit à petit on prototype. Et c'est ça, la clé du design thinking, c'est de rapidement mettre dans les mains du client, de l'utilisateur, la solution qu'il veut. En tout cas, qu'il veut mettre en place et voir un peu ses retours. C'est pour ça qu'on va tester jusqu'à ce qu'on reconverge et que finalement, on a un projet, en tout cas une solution qui est en tout cas viable et faisable et désirable par le client. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je parle très vite, donc le but c'est que ça soit assez interactif. Donc moi je vais vous parler de quelques, j'ai mis mes dernières missions, mais c'est pas moi, mais design thinking, en tout cas quelques missions qui sont très connues et qui ont fait que ça a fait connaître le design thinking. Il y a aussi le cas de General Electric, qui sont aussi ce qu'on appelle des IRM. Donc les IRM, vous voyez ce que c'est. Et eux, donc là le cas, c'est le cas d'un monsieur qui s'appelle Lou, qui est architecte technique et qui lui a pour rôle d'installer des IRM de General Electric dans des hôpitaux pour enfants. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'adulte, 80% des adultes prennent des sédatifs pour entrer dans un IRM. Et du coup, pour les enfants, je vous laisse imaginer. Donc l'expérience n'était pas très, on va dire, était anxiogène pour les enfants et les enfants ne voulaient pas rentrer, le corps médical ne savait pas quoi faire et les parents étaient dépités parce qu'ils disaient on peut rien faire, on a déjà un enfant qui est malade et vous ne pouvez pas améliorer. La réponse de General Electric à ce monsieur, c'est de lui dire mais nous on peut rien faire, c'est quelque chose qui existe depuis des années, qui a toujours été comme ça et qui coûte en plus des millions, donc on ne va pas rénover pour faire en sorte que l'enfant rentre dans cette sirène. Donc lui ce qu'il a dit c'est que je vais aller interroger ses enfants et voir ce qui ne va pas. Et en fait la première chose c'est le bruit déjà, le bruit ça leur fait peur. Le fait que ça soit gris, que ça soit moche, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas ressortir. Et il s'est dit, on va inventer ensemble, on va passer par toutes les étapes et on va prototyper des choses qui vont leur améliorer l'expérience. Et aujourd'hui, ils ont prototypé à grande échelle. Et aujourd'hui, dans plusieurs hôpitaux, on retrouve, on va dire, des IRM avec plein d'écosystèmes et plein d'environnements différents, où l'enfant peut choisir s'il veut un IRM pirate ou un IRM Nemo. Et en fait, tout le corps médical est aussi déguisé, donc toute l'expérience a été changée. Et en fait, si je reviens à mon le triptyque dont je vous ai parlé, donc la désirabilité, c'est que l'enfant aujourd'hui, il est très content parce qu'il a l'impression qu'il est vraiment dans un jeu. Le bruit, on lui dit que c'est les méchants, il ne faut pas bouger, donc il joue aussi le jeu. Sur ce qu'est la faisabilité technique dont je vous ai parlé, faisabilité technique, ils n'ont rien changé, ils ont juste mis des stickers, donc technologiquement parlant, il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire. Et le dernier qui est businessment parlant, donc le 3, la stratégie, c'est que ça leur a fait gagner beaucoup d'argent parce qu'en 1 heure, ils faisaient passer un enfant. Aujourd'hui, en 1 heure, ils font passer 5. Donc voilà, même sur ça, ils ont gagné aussi de l'argent. C'est pour ça qu'un projet, c'est le triptyque qu'il faut aussi garder en tête. Voilà, donc je passe la parole à la data pour vous raconter ses expériences. Alors moi je suis un peu comme le design sur certains trucs. Je suis assez curieux, enfin elle est curieuse. Elle aime aussi beaucoup les problèmes, mais je pense qu'il y a un truc qui distingue le design de la data. C'est quand même, eux ils sont plutôt sur de l'empathie, c'est vrai, vous avez beaucoup parlé de ça, de se mettre à la place des gens, comprendre. Nous on n'arrive pas trop à faire ça. Nous on est plutôt très rationnel, on aime bien les chiffres. Donc on aime bien toucher à tout, ça c'est sûr, c'est ce que je vous ai dit sur la curiosité. Mais vu qu'on aime bien les chiffres, en fait, nous on opère plutôt là-dessus là. On optimise, par exemple vous avez un site web, vous êtes Airbnb, vous voulez avoir plus de conversions sur votre site, effectivement on se rend compte que les photos fonctionnent mal. Et nous on va faire des tests statistiques pour ça. Okay, on va voir que oui effectivement si on a des plus jolies photos il y a plus de gens. Okay, et on va dire que statistiquement avoir des jolies photos c'est vrai, ça marche bien. Okay. On peut faire plein d'autres choses. Alors il y a automatisé, je pense qu'il y a des web marketeurs ici dans la salle. 1, 2, ouais, 3. Les autres non. Alors souvent par exemple pour vous autres quand vous inscrivez sur un site par exemple vous recevez un email direct. Ouais, vous êtes tous inscrits sur un site, vous êtes tous inscrits peut-être sur Facebook ou des choses comme ça. Vous avez reçu un mail disant ouais, on est trop content que vous soyez inscrits sur Facebook.
bah, c'est pas un petit gars derrière qui vous envoie un mail et qui attend que vous tous vous enregistrez. Non, il y a un système automatique qui voit que bah, en fait, quand vous êtes enregistré sur Facebook, bah, il y a une API souvent qui dit à un système d'email que bah oui, il faut envoyer un email. Ok? C'est ce qu'on appelle de l'automatisation. On peut faire plein d'autres choses, vous allez voir. Et ça, c'est deux choses, créer et prédire. Je vais en parler un peu plus après. Mais imaginez que vous avez peut-être entendu parler d'intelligence artificielle, de machine learning. Il y en a un qui peut. On va en parler. Mais ça, c'est plutôt lié à ça, et vous allez voir que c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec de la data aujourd'hui. Il y a deux choses, moi je pense que sur lesquelles je voudrais qu'on parle, qui ont rendu un peu la data populaire aujourd'hui. Le premier truc, c'est ce que j'appelle de la web analytics. Ça c'est une vidéo qui ne veut pas tourner. Ça c'est le site de Jeddah. Et si cette vidéo tournait, vous verrez qu'il y a un utilisateur ici, et je vois exactement ce que cet utilisateur fait sur mon site. Littéralement, je le vois, vous pourriez voir, il scrolle, et à un moment il clique sur des boutons, etc. etc. Les outils qu'on a développés pour ça c'est un outil qui s'appelle Full Story par exemple, qui vous permet de voir littéralement la vidéo sans être derrière le mec. Vous êtes juste, vous, derrière votre ordinateur, très très loin, vous avez quelqu'un qui regarde qui est sur votre site et qui fait des choses. Et ça vous permet plein de trucs. Ça vous permet en fait de comprendre vos utilisateurs, okay, de comprendre ce qu'ils font et de les connaître. Alors certains vont plutôt dire ouais non, on nous traque, on veut tout savoir sur nous, c'est 1984, tout ça. Alors je suis pas trop là pour faire ce débat-là, mais l'idée, on va dire que de la web analytics, c'est effectivement de bien vous connaître. Pourquoi? Bah, le but, c'est un peu justement de vous proposer quelque chose qui réponde à votre besoin. Ok? C'est d'avoir un produit qui soit exactement ce que vous attendez. Si on reprend l'exemple d'Airbnb, effectivement, si vous avez des apparts moches, bah, ça vous donne pas trop envie d'aller voyager. Ok? Donc voilà. Il y a un truc dont on peut parler, ça s'appelle l'A/B test. Parce que je vous parle beaucoup d'Airbnb, c'est parce que eux, c'est des experts là-dedans, mais les grosses startups américaines sont des experts là-dedans, et 4060 va vous expliquer exactement bien dans les détails ce que c'est. Mais comme ça, je dégrossis. Un A/B test, vous savez ce que c'est? Ouais? Allez-y, en cœur du coup, qui veut se lancer? Monsieur là. C'est deux scénarios présentés à un utilisateur. Ouais. Avec plusieurs utilisateurs. Ouais. On un scénario A et un scénario B. Ouais. Et en fonction taux de clics qu'on va avoir en fonction du scénario A et du scénario B, on va plutôt choisir le scénario A ou B. Exactement. Qui sont présentés aux utilisateurs. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est une bonne définition. Bravo, bravo, on peut l'applaudir. Bien. J'aurais même pas fait mieux, mais exactement, c'est ça, ouais. Oh, pardon, du coup, j'ai fait plein de trucs. Vous avez vu mon truc? Ah, je suis désolé, je vous ai spoilé plein de choses. Les clickers, c'est les avantages des clickers. Ouais, un A/B test, c'est ça. Et en fait, juste, si moi je devais donner une définition scientifique de la chose, c'est simplement un moyen statistique de prouver que A est meilleur que B ou que B est meilleur que A. Ok? Et alors du coup, ça peut se traduire très facilement, effectivement, quand vous êtes sur des sites web. Le plus connu, c'était Airbnb, effectivement, parce qu'eux, ils ont carrément changé la couleur des boutons pour voir que, bah, effectivement, si je changeais la couleur de rouge à, je sais pas, un autre truc, bah, vous aviez plus de conversions. Les conversions, ça ne veut pas forcément dire un taux de clic, ça peut vouloir dire que vous avez laissé votre email, vous avez fait d'autres choses, etc. Une conversion, imaginez que c'est la chose que vous voulez faire. Ok? Donc voilà. Et donc en fait, nous, on est là-dessus. Alors je vais pas y aller trop longtemps, 40-60 et Barnez, ils sont très très forts là-dessus, mais meilleurs que moi. Donc ils vont bien expliquer. Il y a un autre point qui nous a rendu populaire en fait la data, c'est ça. Machine learning et big data. Le machine learning, vous avez une définition à peu près de ce que c'est? Non? Pas du tout, rien, vous avez aucune idée? C'est de l'algo. C'est de l'algo, ouais, j'aime bien l'algo. Ouais. Si je vous dis des machines qui peuvent apprendre par elles-mêmes, ça vous a peut-être entendu parler? Je vais pas vous en parler ça tout de suite. Le machine learning, effectivement, c'est l'idée de dire qu'on a réussi à faire apprendre des choses à des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez ça là? Vous savez ce que c'est ça? Ouais, c'est la forêt amazonienne. Ça, enfin, c'est un bout de la terre, mais ici, là, toute cette zone-là, c'est la forêt amazonienne. Vous savez combien il y a d'arbres dans la forêt amazonienne? 390 milliards d'arbres. Donc ça reste encore un petit peu, même s'il y en a de moins en moins. Si on coupait tous ces arbres, et que j'en faisais du papier, et que j'écrivais un énorme bouquin, vous savez que combien ça représenterait en données? Vous avez un ordre d'idée?
En général, les gens me disent non. En téraoctets? Tu peux utiliser ce que tu veux. Ouais. En téraoctets, ça fait 1 million. Ok. Ah, ça fait 1 million de téraoctets. Vous avez peut-être un disque dur. Nos disques durs aujourd'hui, ils vous donnent 1 téra de mémoire de stockage, à peu près. Plus ou moins. 1 téraoctet, si je prenais un caméscope et que je filmais votre vie, depuis que vous êtes né jusqu'à vos 80 ans à peu près, tous les jours, ça fait à peu près 1 téraoctet de données. Voilà. Ça dépend de la qualité. Alors, voilà, je savais qu'il y a quelqu'un qui me dire ça, si tu filmes en 4K, non, ça fait 3 jours. Bref, si tu prends un caméscope à peu près avant la 4K, tous ces trucs-là, ça fait à peu près ça. Donc, dans une forêt amazonienne, tu as 1 million de fois ça. Voilà, là, tu as 1 million de vies que tu peux filmer jusqu'à 80 ans. Ok. Donc, en général, 1 million de téraoctets, on appelle ça des exabytes à partir de ce moment-là. On dit que c'est 1 exabyte de données. Et vous savez combien on a créé de données depuis, je dirais, les débuts de l'humanité jusqu'à 2005? Devinez, sortez-moi des chiffres au pif. 1 exabyte? Ouais. D'autres gens pourraient dire d'autres choses? Ouais, vas-y. Autant que depuis 2005. Autant que depuis 2005, pas mal, ouais, j'aime bien cette réponse. C'est le mec qui s'y connaît un peu. Alors, que je vous donne le chiffre exact, il y a 130 000 exabytes qu'on a créé depuis les débuts de l'humanité jusqu'à 2005. Ok. Quand on passe à ce niveau-là, on parle en zettabytes. Voilà. Ça veut dire qu'on a rasé 130 000 forêts amazoniennes depuis l'humanité. Alors ça veut dire que si. Paf, il essaie de me poser une colle, le mec là. Ça veut pas dire ça, non. Ça veut dire que quand vous créez des vidéos sur YouTube, quand vous créez des articles sur des blogs, quand vous créez des feuilles Excel, n'importe quoi. Aujourd'hui, bien sûr, on coupe pas. Enfin, on n'a pas créé que du papier en termes de données. Ok. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On est à 130 000 exabytes jusqu'à 2005. Ça, c'est un truc des chiffres qui sort d'IDC, qui est une boîte de consulting en informatique. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça, c'est 2010 là. Et ça, en fait, ce sont des zettabytes. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé encore au-dessus. 1000 exabytes, ça fait 1 zettabyte. Okay. Vous voyez un peu le truc? Donc, vous avez compris qu'on suit une courbe exponentielle, on crée de plus en plus de données, etc. etc., etc. Ce truc-là, ce segment-là, c'est ce qu'on est capable de gérer. Ok. Et en fait, prenez pas trop vraiment ce segment à la lettre là, puisqu'en fait déjà, on aurait pu déjà faire exactement ce même graphique déjà avant les années 2000. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la donnée qu'on crée, tout ce qu'on crée là, on n'est pas capable de gérer. On n'est pas capable d'ingurgiter toutes ces données pour essayer d'en tirer des choses intéressantes. Et en fait, le machine learning peut être une réponse à ça. C'est que cette courbe-là, on va peut-être pouvoir la passer là. Et vous allez voir à quel point c'est super chouette. Ça, c'est un truc qu'on peut faire avec le machine learning. Ah, ça avec le deep learning. Ouais, alors les connaisseurs diront deep learning, tout ce que tu veux, ouais. Il y en a qui me diront, ouais, ça c'est du deep learning. Alors deep learning, c'est pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est juste qu'un sous-domaine du machine learning. Mais ça, ce que vous pouvez faire, c'est ça, ok. Ça, c'est des robots de la Boston Dynamics. Et l'idée, c'est que vous avez ce robot-là, il est capable de s'adapter à n'importe quel terrain dans lequel vous le mettez. C'est-à-dire que si vous le poussez, de la même manière qu'un humain, si vous le poussez, il est capable de se rattraper. Si vous le mettez dans une montagne, il est capable de gravir cette montagne. Si vous lui demandez de faire un salto arrière, il est capable de faire un salto arrière. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a tellement de données sur comment fonctionnent les humains, c'est-à-dire sur comment moi je marche, par exemple, mais pas que moi, vous tous, le monde entier, que du coup, on peut faire apprendre à un robot comment ça se passe. Ouais. Alors vous allez me dire, faire des saltos arrière, c'est pas franchement super utile. Je vais passer cette là, je vais y aller après. On peut faire tout ça avec le machine learning. Vous avez par exemple, la première truc, c'est détecter la fraude bancaire, et il n'y a pas que ça. Mais imaginez que vous faites crédit à quelqu'un, et vous voulez être à peu près sûr que cette personne elle va plutôt vous rembourser votre argent. Bah, le machine learning, il est capable d'apprendre en fonction de tous les gens qui ont fait défaut, et tous les gens qui ne font pas défaut, la probabilité de savoir que bah, cette personne-là, si tu lui prêtes, elle va faire défaut, ou t'en fais pas, tu peux y aller. Je vais passer à la deuxième, parce que la deuxième elle est quand même incroyable. La troisième, prédire des ventes futures, ça a été une application assez rapide du machine learning, c'est-à-dire que vous faites des ventes sur toute une année, vous avez une certaine saisonnalité, bah, du coup vous êtes capable de prédire les ventes des années suivantes. Le troisième,
Créer des moteurs de recommandation. Il y a des gens qui regardent Netflix ici? Ouais. Me dites pas non, parce que je sais que tout le monde regarde. Stremio, pardon. Alors, pardon, je connais pas bien. Sur Netflix ou peut-être sur Stremio, vous avez des recommandations. C'est-à-dire que vous regardez un film et il y a un moment, si vous cliquez sur un film, il y a marqué ouais, ce film vous est recommandé à 98%. Vous avez vu ça? Ouais, ça c'est du machine learning. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, Netflix, il a pris tous ses utilisateurs, plein de notes que les utilisateurs ont laissées sur les films, ils ont fait des associations. Donc par exemple, vous avez regardé Star Wars, vous avez adoré Star Wars, et vous avez regardé Love Actually, et vous avez adoré Love Actually. Et il y a plein de gens qui ont fait ça, par exemple. Je prends aucun exemple, j'ai un petit film au pif. Mais en tout cas, s'il y a plein de gens qui font ça, et qu'effectivement, bah, si vous avez quelqu'un qui a regardé Love Actually ensuite, vous pouvez très bien lui proposer Star Wars, et inversement. Mais maintenant, imaginez que vous multipliez ça par le nombre de films que Netflix possède, et le nombre de gens qui peuvent avoir toutes les combinaisons possibles et imaginables de films qu'ils aiment. Ok? Donc super chouette, on peut se divertir beaucoup mieux avec du machine learning. Et du coup, je reviens au deuxième point. C'est ça là, détecter les cellules cancéreuses. Pour ça, on va revenir un petit peu sur Facebook par exemple. Vous vous souvenez qu'à l'époque de Facebook, quand vous postiez une photo, c'est tout, vous postiez une photo, vous deviez même dire où est la personne pour la taguer. Maintenant, vous n'avez même plus à faire ça. Vous postez une photo, Facebook sait où il y a des personnes, et même parfois, il sait carrément qui vous proposez. Vous voyez ça? Ouais. C'est-à-dire qu'il peut vous dire, ouais, c'est Michel là, qui est en train de boire son pastis. Et ben, ça, c'est ce qu'on appelle de la détection d'image. Et là, on revient sur ce que tu disais, du deep learning. Donc, imaginez du deep learning, c'est simplement faire du machine learning, mais très poussé. C'est-à-dire qu'on refait plusieurs algorithmes de machine learning ensemble, et encore. C'est pour ça qu'on va deep. Mais c'est ça. C'est la détection d'image. Alors ça, vous connaissez tous ce cas-là. Sauf que ça, vous pourriez vous dire, ouais, super, savoir où est la tête de Michel sur une photo, c'est pas super intéressant. Sauf que, en fait, la façon dont on détecte aujourd'hui des cancers, c'est comment? Par des images. Et ouais. Et sauf que du coup, on a fait des tests avec des algorithmes de machine learning entraînés pour reconnaître des cellules cancéreuses. Et que, entre les meilleurs chirurgiens de la planète et l'algorithme est plus précis. Aujourd'hui, l'algorithme a battu le meilleur chirurgien de la planète pour reconnaître des cellules cancéreuses. Imaginez, vous pouvez du coup appliquer maintenant ça là, multiplier sur le monde entier. Un algorithme de machine learning, ce qui est cool, c'est que il n'a pas besoin de prendre l'avion pour essayer de pour détecter un cancer. Voilà. Alors, ça c'est comment je résous les problèmes, surtout en machine learning et en vrai dans la data. Dans la data de manière générale, en fait, vu qu'on parle de rationalité, on parle de l'approche scientifique, c'est-à-dire qu'on résout des problèmes en faisant une hypothèse. On se dit, je pense que si on fait ça, ça va peut-être résoudre mon problème. Et ensuite, on va essayer de prouver, enfin de confirmer cette hypothèse ou de l'infirmer. En machine learning, on va faire un truc un peu plus précis ou un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on va prendre des données, on va prendre beaucoup, on va préparer ces données. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple d'un fichier Excel, parfois dans votre fichier Excel, vous pouvez avoir des cases vides. Ben ça, les algorithmes ne savent pas très bien faire. Vous pouvez avoir des noms, des mots. Ça, les algorithmes ne savent pas très bien faire. En général, on aime bien les remplacer par des chiffres. Donc on prépare ces données comme ça. Ensuite, on va entraîner notre algorithme et on va lui dire, voilà, bah tiens, ça c'est ce qu'il faut faire et ça c'est comme ça que tu peux apprendre ton truc. Ensuite, on va tester cet algorithme sur des données qu'il n'a jamais vues. Et soit l'algorithme il est super cool, il a déjà fait des précisions super bien, ou alors on va essayer de l'améliorer. Et là on va rentrer dans tout ce qu'on appelle du data engineering, on va tweaker des paramètres, etc. En fait, si je devais donner une analogie beaucoup plus simple, c'est comme vous quand vous étiez au lycée et que vous appreniez une leçon. En fait, votre prof, ce qu'il faisait, quand il vous faisait un cours, il chopait tous les cours possibles relatifs au sujet qu'il veut traiter, donc il chopait de la donnée. Ensuite, ce qu'il faisait, c'est que il organisait son cours de telle manière à ce qu'il puisse vous le donner. Ok? Ensuite, là, il vous entraîne. C'est comme moi, là, il vous donne le cours. Et il vous donne le cours bien condensé pour que vous puissiez le comprendre assez facilement.
Ok. Et après, il vous teste. C'est le moment où vous avez votre DST là. En général, personne n'aime ça. Mais il vous teste sur des données que vous n'avez jamais vues techniquement, c'est ça. Et après, a priori, si vous avez fait plein de fois ce test-là, bah, vous êtes meilleur. Bah, le machine learning, c'est exactement ça. Alors, je vais parler d'un cas en ML qui fait un peu débat aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est chouette d'en parler, parce que le design va vraiment nous aider ici. Vous allez voir pourquoi. Vous savez ce que c'est que les voitures autonomes? Je pense qu'on a entendu parler, il y a assez de papier d'encre qui a coulé là-dessus. Uber et Google sont les maîtres là-dessus pour l'instant. Tesla va peut-être s'y mettre un moment, mais en tout cas les deux sont enfin Google et Uber sont les maîtres là-dessus. L'idée, c'est de mettre en fait des caméras partout autour d'une voiture et de faire pareil de la détection d'images. Et vous voyez les petits carrés là qu'il y a autour? Alors c'est des gifs ici, donc la qualité n'est pas énorme, mais vous voyez que en fait ces petits carrés là détectent si la personne ou la chose est un humain, est une voiture, est un panneau de signalisation, etc. etc., etc. Et ça c'est des images en temps réel et de ce qui se passe en fait dans les yeux de l'algorithme. Vous avez plein de petites caméras dans une Ford, une Volvo, c'est celle qui a fait kiffer des bains en ce moment, vous allez voir pourquoi. Et ça c'est la première phase. Votre voiture elle est capable aujourd'hui de reconnaître tout l'environnement qui l'entoure. La deuxième phase dans les voitures autonomes, c'est celle-là. Vous allez me dire c'est à peu près la même chose, d'un gif à l'autre. La première en fait, elle reconnaît son environnement, certes, mais ensuite il faut pouvoir faire quelque chose avec ça. Et en fait ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va prédire toutes les actions que va faire son environnement. Donc par exemple, est-ce que la route, elle va bouger un peu? Est-ce que la voiture là, elle va changer de ligne? Ok? Et en fonction de ça, vous aurez la troisième phase qui est bah, faut que je prenne une action ou faut pas que je prenne d'action. Ok? Donc si la voiture par exemple change de ligne et qu'elle se met devant moi, faut que je ralentisse. Ok? Si vous voyez que ma route elle tourne un peu, faut que je puisse tourner. Ok? Expliqué vulgairement, c'est exactement ça qui se passe dans les voitures autonomes. A votre avis, pourquoi c'est chouette? Là, j'ai marqué gain de temps et j'ai marqué gain d'espace. Pourquoi ça peut être trop bien de faire des voitures autonomes? L'idée? Hein? On a plus à conduire. On n'a plus à conduire, ouais. Ouais. Il n'y a plus de bouchons. Alors, pas sûr, mais il y en a moins. D'autres? Vous voulez tenter un truc? Non? Alors, effectivement, si vous n'avez plus à conduire, imaginez si vous faites un Paris-Nice, vous y en a pour 9 heures. 10 heures. Si vous n'avez pas à conduire, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là? Vous pouvez dormir, vous pouvez lire, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais en tout cas, vous n'avez pas forcément à conduire. Si vous n'avez pas à conduire, vous n'avez pas forcément à garer votre voiture. Si vous n'avez pas à garer votre voiture, pourquoi vous emmerdez à la garer par exemple là-bas, là, juste devant WeWork, alors qu'il n'y a pas de place? Vous pourrez très bien la garer, ou qu'elle se gare toute seule, plutôt, en dehors des villes, et venir vous chercher au moment où vous sortez par exemple de cet événement. Et donc vous imaginez le gain d'espace que vous pouvez faire dans les zones urbaines, plus besoin de parking. Vous pouvez faire des immeubles. Les bouchons, c'est pareil. En fait, l'idée des bouchons que disait mademoiselle là-bas, c'est de se dire, bah, en fait, si vous avez une... vous connaissez la cause principale des bouchons? Ce qui fait les bouchons? Hein? Trop grand nombre de voitures. Ils font chier ces voitures! C'est ça. Hein. Alors, il y a un trop grand nombre de voitures, mais en fait, la principale raison pour laquelle il y a un bouchon, c'est pas forcément l'accident en lui-même ou la cause principale, enfin, qui était la cause de départ. C'est en fait que les gens s'arrêtent et ralentissent pour regarder. Donc, il est mort, le monsieur. C'est pas à cause du bouchon, ça. Et ben, c'est ça la raison pour laquelle les bouchons prennent de l'ampleur. Et donc, Si t'as de l'ampleur, mais c'est pas à cause de bouchon. Ah bah, si t'as un mec qui fait un accident, effectivement. Ou de toute façon, les voitures, s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas de bouchon. Mais en tout cas, la raison pour laquelle il y a énormément un ralentissement, et que ces ralentissements peuvent prendre beaucoup de temps, c'est que souvent, il y a les gens qui s'arrêtent pour regarder. Si vous avez un algorithme qui prend ça en charge, voilà, vous enlevez ça. Je pense que ça fait plein d'avantages, on pourra en lister plein d'autres. Le problème, c'est que bah, si c'était aussi bien, pourquoi il n'y aurait pas plein de voitures autonomes
sur la route. Ça marche aussi, c'est plutôt autonome. S'il y a des autonomes et des humains, c'est ce problème. Aujourd'hui, il y a effectivement des problèmes. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu des problèmes d'ailleurs récemment avec les voitures autonomes. Par exemple, Il y a eu quelqu'un qui est mort, ouais. celle de Google, Hein? celle de Google pour le panneau en fait. Ouais. Elle a vu un panneau et Alors, elle s'est arrêtée. Ouais, et surtout il y a une voiture d'Uber qui a tué quelqu'un d'autre. Alors, on pourrait revenir exactement là-dessus, mais nous on ne veut pas forcément parler exactement de ça parce que c'est plein d'autres problèmes qui sont mis en place. Et en tout cas, il y a un problème sur lequel la data en elle-même ne peut pas franchement aider. C'est que souvent, on a assez peu confiance dans une bagnole qui vous conduit toute seule. Et ouais, je pense que je vais te laisser expliquer. Du coup, si on revient au même sujet qui est le self-driving car ou la voiture autonome, en fait c'est un exemple type de projets qui sont, on va dire, technologie driven. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait une technologie qui va faire en sorte de faire gagner aux personnes du temps, de faire gagner de l'espace, mais au final, il y a aussi un business, si on revient aux trois triptyques, c'est que c'est génial, ça va nous apporter énormément d'argent, mais au final, la désirabilité, on l'a un peu mis de côté. Et en fait, le design thinking, c'est là il s'intéresse à pourquoi les personnes aujourd'hui ne veulent pas de voiture autonome. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas de voiture autonome, et c'est là où va intervenir le design thinking pour améliorer l'expérience. Et en fait, nous, ce qu'on fait, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la première étape, c'est l'empathie. On va récolter des insights, on va aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne, Laura par exemple, qui a 32 ans, qui a une voiture citadine, qui nous dit eh ben moi aujourd'hui j'utiliserai jamais de voiture autonome. Et en fait, quand on a fait en tout cas cette recherche utilisateur, un des premiers problèmes qui sort, on n'a pas la, voilà, on n'a pas la slide, désolé. Donc le premier problème qui sort, c'est le fait que Laura n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance parce que, premièrement, elle a l'impression qu'elle ne peut pas maîtriser la voiture. C'est-à-dire qu'elle est un peu sous le contrôle de la voiture. Deuxièmement, s'il y a un accident, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle se dit, s'il y a un accident, au moins, quand je conduis ma voiture, je peux m'arrêter, je peux potentiellement trouver une solution, mais là si je suis en tant que passagère, je ne peux rien faire. Et le troisième, c'est qu'elle ne sait pas quand elle monte dans la voiture, à quel moment ça doit démarrer, est-ce que la voiture elle est sûre qu'elle est déjà dedans. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes qui sont sortis, et aujourd'hui c'est des vrais problèmes aujourd'hui qui sont en cours d'étude, en tout cas en cours de test par plusieurs entreprises, et les solutions qui ont été mises en place quand ils ont utilisé le design thinking, en tout cas le design pour faire en sorte, comme on pourrait rassurer Laura dans le but qu'elle se sente en sécurité dans une voiture autonome, parce que comme je vous ai dit, dans le design thinking, on diverge, on a des insights, petit à petit on se dit, oula, elle a ce problème-là, mais au final, quel est le vrai problème? Donc le vrai problème, c'est comment on va faire en sorte de la rassurer. Et en fait, des solutions qui aujourd'hui sont en cours de test, c'est le fait de mettre en place une application qui va faire en sorte que Laura, en tout cas, où les personnes peuvent voir le comportement de la voiture en live, parce que ça permet de rassurer, de se dire ah oui c'est vrai que quand elle voit un poteau, elle fonce pas, elle va prendre à droite, donc c'est un peu, elle va voir ce côté intelligent de la voiture, et ça rassure en tout cas le passager. Deuxième truc, c'est quand elle arrive dans la voiture, en fait au final ça démarrait directement, il y avait pas mal de détecteurs, et au fait au final maintenant il y a un bouton dans la voiture qui fait start the ride, c'est-à-dire que c'est elle qui a la main sur le fait de commencer ou pas la course. Et le dernier, c'est agir en cas de problème, c'est qu'elle a une application où elle peut arrêter la voiture quand elle veut, ou appeler le service client, un peu comme ceux qui utilisent Autolib, où tu peux arrêter la voiture pour pouvoir, où tu peux appeler le service si jamais il y a un problème. Donc ça, c'est des solutions qui sont aujourd'hui en cours de test, où c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, parce que c'est un sujet qui a mêlé un peu le design thinking et la data, en partant d'un projet qui a un peu oublié la désirabilité des utilisateurs, en tout cas des clients, et qui a dit bon, maintenant il faut prendre en compte ça, et il a dit au design thinking de venir l'aider, mais par contre c'est un projet qui est en cours de test et on ne peut pas vous donner des conclusions. Mais du coup ça fait une belle transition avec l'autre sujet dont on veut vous parler, où c'est un vrai projet qui a été testé et qui a été en tout cas finalisé, et c'est pour ça qu'ils sont là pour vous parler. Donc c'est un sujet qui a mêlé le design d'un côté, le design de service et la data, et je leur laisse la parole. Aujourd'hui, notre but,
c'est vraiment juste de vous raconter une rencontre entre le design et la data à notre échelle et comment nous, on l'a déjà mis en application et on la met en application tout le jour. Mais avant de vous raconter cette histoire, on doit introduire juste 2 petits acteurs supplémentaires qu'on a évoqués rapidement tout à l'heure. Déjà, c'est le service design ou le design de service, que c'est une branche du design tout simplement. On peut faire plein de choses avec le design. Et le design de service, c'est tout simplement designer des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on ne design pas des produits industriels, la finition d'une chaise, etc. Mais on design des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on rend tangible les différents acteurs d'un service, les différents produits, les différentes parties prenantes, et on s'assure qu'il y a un équilibre entre toutes leurs interactions. Un exemple courant du design de service, c'est par exemple le Vélib. On a différents types d'utilisateurs, ça peut être d'une mamie à un adolescent, mais aussi il y a un produit, le vélo, il y a aussi une borne pour la vente, il y a aussi une application, etc. Du coup, l'objectif du designer de service, c'est de mettre tous ces acteurs ensemble, comprendre leur interaction, leur implication, leurs attentes, afin de trouver un équilibre dans cet écosystème et que tout le monde trouve son compte, même le métier qui va par exemple réparer les Vélib, etc. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est le service design? C'est finalement appliquer la pensée design à la conception de service. Comme on avait expliqué tout à l'heure, la pensée design, c'est vraiment voir les problèmes autrement, c'est-à-dire voir les problèmes comme des opportunités. On ne design pas pour des robots, mais on ne design pas non plus pour des moyennes, comme on peut faire par exemple travailler une technique simple et mal appliquée de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on fait des moyennes, la moyenne A préfère le bouton vert. On ne design pas pour des moyennes, on design pour des êtres humains, et c'est pour ça que l'empathie est si importante dans la conception de services, mais aussi des produits. L'idéation, c'est tout simplement utiliser la pensée divergente, c'est-à-dire qu'aller voir dans d'autres secteurs afin de créer des analogies et pouvoir innover pour ne pas créer des solutions évidentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter au benchmark, voir ce qu'on fait dans ce secteur, mais c'est à travers des analogies qu'on peut créer de la pensée divergente et finalement l'expérimentation, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tester très rapidement afin d'itérer, apprendre de nos erreurs et se rassurer que notre solution va en tout cas évoluer avec les attentes des utilisateurs. Excuse-moi, je te coupe, mais si tu peux passer sur la slide précédente, finalement cette pensée, elle ne t'appartient pas. C'est pas une pensée design, c'est une pensée user-centric, c'est ça. Et finalement, c'est des méthodes qu'on utilise nous aussi en growth hacking. Et est-ce que vous connaissez ce terme growth hacking, terme un peu à la mode, qu'on entend pas mal? Moi, finalement, je le connais il n'y a pas plus de 2 ans, ce terme. Et on m'a dit growth hacker finalement à la façon dont je suis rentré à l'école 42, où je pense avoir clairement hacké cette école. C'est à l'époque j'étais responsable marketing d'une entreprise et je voulais rentrer dans cette école où j'avais pu passer des tests en ligne. Et donc c'était le mois de septembre, je suis reçu sur Paris pour où on m'explique comment ça se passe, l'entrée à l'école 42. Vous connaissez tous l'école 42 ? École de développeurs qui a été fait par Xavier Niel. Cette école, pour rentrer, on passe des piscines, qui est leur test d'entrée. Et donc, je suis reçu en conférence où on m'explique en septembre que je suis accepté à la piscine du mois de juillet l'année d'après. Et en fait, il y avait une piscine qui avait démarré depuis à peu près plus d'une semaine. Donc, à la fin de la conférence, je vais voir le directeur qui venait et je vais lui dire je ne peux pas intégrer l'école maintenant. Moi, au mois de juillet l'an prochain, c'est mort. C'est mort, je pourrais pas y aller. Et il me dit gentiment, ben non, rentre chez toi. Du coup, je suis rentré chez moi. Et j'ai scrappé tous les mails de tous les directeurs. Vous connaissez le scrapping? Voilà, on va aller récupérer de la data sur Internet et je suis allé récupérer tous les mails de tous les directeurs. Je me suis servi pour leur envoyer un mail, pour leur expliquer pourquoi il fallait que je rentre maintenant à l'école 42 auquel je n'ai pas eu de réponse. Du coup, vu que j'avais une belle base de mails, j'ai fait de la publicité ciblée sur Facebook. Sur Facebook, on peut targeter des publicités avec une base d'email. Du coup, j'ai targeté une publicité où il y avait ma tête
Et du coup, tous les directeurs avaient ma tête sur leur fil d'actualité, avaient marqué « Tu n'as toujours pas répondu à Thomas ». Ce à quoi je n'ai pas eu de réponse. Du coup, j'ai créé un faux profil de meuf qui est allé draguer les directeurs de l'école. Et je ne vais pas citer le nom parce qu'on est filmé, mais le grand directeur de l'école a répondu aux avances de mon faux profil. Peut-être que tu te reconnaîtras. Et donc, quand il a répondu aux avances de mon faux profil, j'ai vite répondu c'est Thomas, tu n'as toujours pas répondu à mon mail. Donc, il m'a dit écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Lendemain, pas de réponse. Du coup, je vais à l'école. Je passe les sas de sécurité, je m'installe dans les salles de cluster, je me prends un selfie et mon faux profil envoie à tous les directeurs Thomas est là, comment il fait pour démarrer. Et du coup, en fait, ce terme il vient un peu de là. Et voilà, donc finalement, le growth hacking, normalement, on dit que c'est un peu une branche du marketing. C'est un peu la mode depuis à peu près 2 ans. Moi, j'ai démarré mon activité quand j'avais 17 ans, j'avais lancé un site internet qui avait fait pas mal de buzz à l'époque, Adopt une Cougar. Et à cette époque-là, on entendait parler d'internet marketing, de digital marketing, mais finalement, on utilisait ces méthodes-là. Et finalement, les méthodes qu'on utilisait, en fait, internet nous permet d'être très pragmatique et de cibler très précisément les personnes qu'on veut cibler. On le voit avec l'école 42, par exemple. Et finalement, analyser tout ce qui se passe et répondre à son utilisateur en fonction de la demande. Moi, je pense que c'est très beau et c'est surtout très courageux, mais par contre, tu m'as arrêté, je ne comprends pas en quoi la data utilise aussi l'empathie, en quoi ça c'est user-centrique. Moi, j'ai besoin de comprendre le comportement utilisateur et c'est, je crois, que ce que je vois. Et c'est par la data que je vais pouvoir en tirer des conclusions. Est-ce que vous connaissez le Product Market Fit ? Product Market Fit, c'est un Graal qu'on cherche à atteindre, mais on ne l'atteint jamais. Hein. C'est un Graal qu'on cherche à atteindre et en fait, le Product Market Fit, c'est une évidence entre votre marché et votre client. Et il y a 3 questions qu'il faut se poser pour savoir si on l'a atteint. Et finalement, est-ce que ma cible comprend mon offre? Est-ce que ma cible qui a compris mon offre, est-ce qu'elle est prête à acheter mon service? Et finalement, cette cible qui a acheté mon service, est-ce qu'elle communique sur mon service? 3 éléments qu'on va chercher à tester, analyser, et une fois qu'on les a, on sait finalement que la personne est intéressée par notre service, on essaye de scaler, on y va à fond, et on essaye de reproduire cette action. Désolé d'insister, mais en vrai là, tu nous parles de cible, tu nous parles de client. Le but de la pensée design, c'est vraiment penser des utilisateurs et créer des expériences qui soient désirables et qui créent vraiment de la valeur émotionnelle pour les utilisateurs. C'est pas juste une méthode pour pouvoir vendre ou pour pouvoir avoir plus d'acquisition. Du coup, quel est le rapport en fait? En fait, il va falloir que je le mesure tout ça. Il va falloir le mesurer. Ok, c'est bien beau, tu me fais des jolis trucs, c'est super beau ce que tu fais. Mais je ne le sais pas. Bon, au passage, je vous montre comment on mesure quand même finalement, parce qu'on utilise la data pour en tirer des conclusions. Et le Product Market Fit, je cherche à le mesurer de cette façon-là en fait. Mes courbes, voilà, je fais une publicité par exemple sur Facebook. Forcément, je vais avoir un pic d'inscription qui va se suivre d'une chute. Et cette chute, on voit si ça dégringole totalement, c'est clairement qu'on n'a pas trouvé ce Product Market Fit. Si on s'aperçoit dans nos courbes que cette courbe se stabilise, voire elle réaugmente, bon, on sait qu'on a tenu un truc, il faut y aller. C'est quelque chose, on sait que les gens parlent de notre produit, parlent de notre service, utilisent notre service. Et pour ça, en fait, on a un framework, c'est le framework ARRR. Vous en avez déjà entendu parler, certains connaissent. Ouais. C'est tous les besoins qu'a un service. C'est tous les besoins qu'a un service, un site internet, une application. Et A pour acquisition, A pour activation, R pour rétention, R pour referral, R pour revenu. Et ça, tout ça, c'est des objectifs qu'on va se donner chaque fois qu'on attaque un sprint. Un sprint, ça vient des méthodes agiles et c'est vraiment la façon de penser qu'on a en growth hacking. On réitère constamment et on se donne chaque fois des objectifs. Et par exemple, admettons je teste comme objectif, j'ai pour objectif l'acquisition. Mais pour l'acquisition, je vais créer un tas de publicités. Je vais créer un tas de publicités que je vais tester et je vais voir finalement
sur quelle publicité les gens sont prêts à aller, sur quel message de véhicule ils sont prêts à aller. Quand je vais travailler moi sur l'activation, je vais travailler sur mon parcours client. Et finalement, qu'est-ce qui permettrait à ce client qui est venu d'adhérer à mon message? Comment il fait en sorte de s'inscrire? Et puis après la rétention, on va essayer de garder notre utilisateur. Le référal, on va faire en sorte que l'utilisateur puisse parler de votre service. Puis le revenu, comment l'optimiser, hein? On va essayer de lui apporter des services additionnels, un abonnement, qu'il fasse du hors forfait. On va essayer de tout contrôler. Et finalement, tu vois bien qu'à travers tout ça, je vais en apprendre de mon utilisateur. Je vais en apprendre et je vais savoir constamment quoi lui proposer. Je pars tout le temps du constat qu'une idée ne vaut rien. Et quand j'imagine une future sur mon service, je la mets en pratique et je vais tester, voir si la personne l'utilise. Et si je peux l'A/B tester, si je peux tester 2 utilisations, je vais le faire. Je vais le faire et je vais tout le temps voir celle qui fonctionne le mieux, celle que vous avez besoin. Et ça, c'est la data qui va me l'apporter. Bon, je donne un petit cas d'école. Tout à l'heure, on a parlé d'Airbnb et finalement comment l'approche design a permis de développer le service. Mais sauf qu'à la base, il lui fallait des clients quand même à Airbnb. Tu as beau penser à un service, il a beau être joli, tout ça, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent dessus. Et pour remettre dans le contexte, Airbnb, quand ils se sont lancés, finalement, ils n'avaient rien de très original à rapport à Craigslist. Craigslist, c'est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, ou Le Bon Coin, ils n'avaient rien de spécialement original. Et du coup, à cette époque-là, ok, ils avaient des belles photos, ils se démarquaient de cette façon-là, mais personne ne les connaissait. Du coup, ils ont fait des méthodes de test and learn, tester plein de solutions pour aller chercher de l'acquisition. Et dans leurs tests, ils ont déposé des annonces Airbnb sur Craigslist, l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis, en mode bien plus énorme. Et Craigslist bénéficie déjà d'un trafic existant et ça a été finalement leur première acquisition. Ils ont testé, ils ont vu qu'il y avait une appétence, les gens venaient sur le site, utilisaient le site et en parlaient. Ok, il faut qu'on scale. Et comment on scale? On automatise cette solution. Et du coup, dès que quelqu'un poste quelque chose sur Airbnb, à l'époque, ça postait automatiquement sur Craigslist. Tout était automatisé, ça a été vraiment leur première acquisition, leur premier client. Est-ce que tu comprends un peu plus là, ce que je peux t'apporter? J'ai rencontré Yellow, que j'ai mentoré, ça faisait plus d'une année qu'ils avaient développé un service d'application de rencontre où tu fais une rencontre par jour. De soi, l'idée elle est pas mal. Vous connaissez Once, un site de rencontre? Once. C'est mon accent, se moque souvent de mon anglicisme. Once est sorti 1 an après Yellow et marche plutôt pas mal. Donc on va dire en soi l'idée elle était bonne, sauf que quand ils ont lancé leur service, ils ne savaient pas communiquer à leurs clients. Et quand je dis tout le temps une idée ne vaut rien si on ne sait pas la mettre en application, là c'est parfaitement le cas. Ils ont sorti un super service et ils ne savaient pas communiquer avec le client. Donc quand je les ai accompagnés, on a fait des méthodes de test and learn et tester plein de choses. Et dans nos tests, on a créé un faux profil sur Snapchat qui ajoutait des utilisateurs et qui diffusait de la publicité sur leur story, sur la story du faux profil. Et là, on arrive à générer des inscrits. Waouh, trop cool. Sauf que les gens n'utilisent pas le service et ils n'en parlent pas du tout, ça fait un vide. Bon, ok, grosse remise en question, là où ils ont été très très bons Yellow, c'est se dire, le produit qu'on a fait, on le jette à la poubelle, on se remet en question, on l'adapte. Nous, on était complètement convaincus. C'est tout à fait l'esprit design, c'est des brouillards, c'est du test and learn, ça fonctionne, etc. Du coup, c'était les 2 questions qu'on s'est posées de comment on peut collaborer. Déjà, comment on peut vendre ce genre de méthode à un client, quoi. On travaille pour Vessi, sympa, on travaille pour Orange. Voilà, c'est ça. Comment le cas Yellow, c'est sympa, le Hack Barnet, le 42, comment on peut vendre ça aux grandes entreprises ou même à des startups qui n'ont pas envie de se faire griller. Là, le cas de Yellow, juste pour contextualiser, c'était vraiment leur dernier mois de vie. Du coup, si ça s'arrêtait, c'était pas grave. De toute façon, le projet, il était fichu. C'était un dernier coup de poker. Voilà, c'était un dernier coup de poker. Comment on peut vraiment mettre en pratique ces types de méthodes pour des grands groupes, mais surtout comment on peut mettre en pratique ces méthodes-là dès l'observation. Parce que dès qu'on a un projet, on a déjà des KPIs, on a déjà des indicateurs, etc. On peut se fier. Alors que nous, très souvent, quand on veut innover, on veut créer un nouveau produit,
comment on peut utiliser la data pour mesurer notre succès ou nos objectifs, avant même de concevoir le produit. Et c'est comme ça, c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un projet ensemble. Nous, de manière classique, on avait conçu avec une méthodologie, design thinking, à travers le design de service, on avait conçu un nouveau service. Et c'était au moment de l'optimisation qu'ils ont décidé de faire appel à un gros hacker pour faire marcher le produit, c'est-à-dire pour avoir des utilisateurs. Par contre, voilà, pour moi c'est une grosse problématique. En fait, moi j'ai monté mon agence de gros hacking et on me fait constamment intervenir en phase d'optimisation une fois que le produit est lancé. Alors que je prends tout le temps que le gros hacking doit intervenir dès la problématique, dès l'idée, et j'interviens tout le temps en phase d'optimisation. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Exactement ce qu'on peut s'attendre. Les KPIs n'étaient pas liés avec nos intuitions, du coup ça a créé un conflit, c'est-à-dire que ce que lui disait c'était pas ce que nous on avait conçu, et du coup ça a créé un conflit, il fallait revoir le produit, il fallait revenir à la conception. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, imaginez si ces méthodes-là, on pouvait les appliquer vraiment dès l'observation, avant même de concevoir le projet. Et c'est vraiment à travers ce premier projet qu'on s'est demandé comment on peut créer une démarche encore plus user-centrique à travers l'alliance entre la data et la pensée design. Et pour ça, c'était vraiment ce qui nous liait en fait. Le user-centric cherchait à faire évoluer un produit autour des expériences utilisateurs. Voilà, on se demandait qu'est-ce que le gros hacking peut apporter au design thinking. Ça, on vient de l'expliquer tout à l'heure, c'est surtout des indicateurs. C'est-à-dire qu'on peut mesurer notre succès d'après nos objectifs et on peut pivoter ou améliorer un projet avec des données précises. Par contre, ça ne répond pas à la question de comment on peut utiliser cette data avant même que le projet existe. Et moi, finalement, qu'est-ce que m'apporte le design thinking? Déjà, c'est de la confiance. Parce que bon, ça, j'ai un gros travail à faire sur la confiance, rien que mon mot hacker fait un peu peur, quoi. Mais il m'apporte surtout un cadre. Et il me permet aussi de démarrer dès le démarrage de l'idée, dès la problématique. Comment tu veux vendre à Vinci? Il faut que je t'accompagne sur ton projet, sauf que moi je pense pas plus loin de 15 jours, un mois, j'ai besoin de tout le temps tester. Finalement, le design thinking m'apporte ce cadre et m'apporte une ouverture d'esprit. Enfin, les designers vont venir constamment challenger mes méthodes et moi je suis là pour les mesurer. Pour finir, on va vous présenter le premier projet qu'on a mis en pratique en utilisant, qui a donné lieu justement à cette nouvelle méthodologie qu'on a intitulée Design Hacking, mais surtout on va encore mimer en questions-réponses les questions qu'on s'est posées vraiment lors de ce premier projet à chaque étape pour pouvoir vraiment collaborer et aller vraiment dans la même direction. Voilà, du coup voici une méthodologie, la méthodologie qu'on a aujourd'hui. La phase d'exploration, c'est la phase d'idéation dans le processus de design thinking. Du coup, nous, on a commencé comme n'importe quel projet d'ailleurs, c'est essayer d'ouvrir vraiment un maximum. Pas de fermer, par exemple comme le funnel à RRR, et aller et affiner l'idée, mais d'un début, vraiment aller voir tous les champs de possibles. Et voir toutes les parties prenantes de notre périmètre élargi. Du coup, on utilise des outils comme par exemple la carte des acteurs pour voir par rapport au final user, quelles sont toutes les parties prenantes. Par exemple, si on revient au cas de la voiture autonome tout à l'heure, un user, ça peut être une mamie de 80 ans parce qu'elle ne peut plus conduire, mais ça peut être aussi un jeune ado qui ne peut pas conduire non plus, mais un businessman aussi qui n'a pas le temps et du coup, il doit travailler pendant son trajet. Mais aussi, c'est les chauffeurs. Qu'est-ce qu'on va faire de ces acteurs, des chauffeurs, mais aussi des compagnies comme Uber, etc. Comment toutes ces parties prenantes de cet écosystème vont s'introduire dans ce nouveau horizon avec la voiture autonome. Finalement, voilà, on a découpé ça en phases un peu comme le design thinking. Donc ce n'est plus une phase d'observation, mais une phase d'exploration. Il y a toujours cette phase d'idéation qu'on a pu voir tout à l'heure. Et phase d'implémentation, c'est là où on va chercher à développer le produit. Une fois qu'on a retenu une idée, on va chercher à développer le produit, mais on va faire en sorte
que ce produit soit sorti le plus rapidement possible. Un MVP, quelque chose déjà utilisable. L'idée, c'est de faire évoluer le produit, le faire grandir par des phases d'optimisation. On va tout le temps chercher à ajouter à finir le produit finalement par la demande des utilisateurs. Voilà, du coup, on avait tous les acteurs, toutes les parties prenantes. À quoi ça nous permet ça dans le design thinking? C'est d'aller les observer. Du coup, on sait qui observer pour essayer de recueillir leurs attentes, l'impact que ça va avoir chez eux, etc. etc., etc. Et c'est à ce moment-là où Thomas voulait introduire le web. Oui, parce que finalement, toutes ces observations qu'il fait, pour moi, ça aurait été un cadeau d'avoir ce genre d'observation lorsque je lançais des produits. Mais elle est belle, son observation, elle est géniale. Mais il manque de pragmatisme, finalement. Il est où notre client? Très souvent, il est sur le web. Et c'est vraiment dommage de ne pas aller observer ce qui se passe sur le web. Revenons juste à la voiture autonome, il ne s'agit pas d'un produit digital, il s'agit d'un produit concret qu'on va vendre, qu'on va louer. Il ne s'agit pas non plus d'un projet qui existe. Du coup, comment on peut mesurer? Ok, la data, elle peut servir à la technologie, deep learning, etc. Mais comment nous, vraiment, on va pouvoir mesurer l'appétence ou les attentes des utilisateurs avant même que ce projet existe? Finalement, en repartant de la problématique, finalement, qui va utiliser cette voiture VTC? Finalement, la problématique, qu'est-ce que c'est? C'est que des gens utilisent cette voiture VTC. Donc on va se remettre dans la problématique, essayer de trouver, donc ça peut être des chauffeurs VTC, ça peut être des commerciaux, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être un tas. Donc on va essayer de faire une carte des acteurs, on va essayer de trouver des solutions. Toutes les réponses que tu m'auras apportées, moi je vais chercher à les tester sur le web, par de la landing page, par de la publicité. Donc pour remettre en ce que c'est une landing page, c'est simplement un site internet où on cherche à acquérir de l'inscription. Donc le cas de la voiture autonome est un peu compliqué, mais ça s'avère vraiment, vraiment de parler pour un projet web. Par exemple, admettons, je vends un MOOC. Avant de développer toute la plateforme de MOOC, je vais d'abord essayer de savoir est-ce que les gens sont prêts à s'inscrire sur mon MOOC. Et en plus de faire cette démarche-là, ça me permettra finalement de, savoir est-ce que les gens sont prêts à s'inscrire sur mon service, et deux, je saurai déjà à quel prix je peux acheter mon utilisateur. Donc une fois que le service est lancé, quelle facilité de pouvoir le communiquer, je pourrais déjà immédiatement avoir des clients. Voilà. Du coup, l'idée, c'est vraiment de démultiplier tous les différentes actions qu'on va mener autour d'un projet. Par exemple, si je reviens vers la voiture autonome, aujourd'hui, on ne peut pas la vendre. Par contre, on va créer un événement où on parle de la voiture autonome, ou un workshop, ou par exemple un test, s'il y a une qui existe. Et du coup, on va faire de la pub sur ce test pour voir quel type d'utilisateur accroche avec quel type de message. Et du coup, vous aurez bien compris, on va prototyper très rapidement des intuitions qu'on a eues à travers nos observations afin de pouvoir les tester avant même de concevoir un projet. On vous montrera des projets sur lesquels on peut réaliser, mais par exemple, pour un projet de MOOC sur lequel on réalise, on avait identifié 4 branches d'activité, RH, PME, freelance, et pour chacune, on a à chaque fois créé 2 landing pages par branche, 6 publicités différentes. Et on envoie tout ça sur le web, on achète de la publicité et on cherche à voir ce qui se passe. Donc là, on va récolter plein de leads, plein d'inscriptions sur nos sites internet. Moi, ces inscriptions, je les remets à l'agence de design qui va chercher à mener son enquête auprès de ses utilisateurs. Et c'est comme de cette manière-là qu'on est arrivé à biaiser un peu cette problématique de l'observation. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'observer. Il y a une manière plus analytique, par exemple l'étude de marché. L'étude de marché peut nous apprendre sur les données d'un marché actuel. C'est-à-dire que ça peut nous savoir si ce marché il est assez mûr ou pas. Par contre, une étude de marché ne peut pas nous donne pas des données en temps réel qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va se passer si on met en application un projet donné. Du coup, c'est qu'en prototypant et en itérant très rapidement qu'on peut observer le futur, et c'est grâce au gros hacking qu'on peut avoir vraiment des KPIs et des indicateurs de ces prototypages à travers le web.
On fait une étude de marché finalement très très pragmatique. Est-ce qu'il y en a qui ont des startups, des projets dans la salle? Aucun start-upper, par exemple. On vous challengera pas. Ok, super. Ok, bon, mais sorti finalement de tout ça, on va devoir remettre des idées à notre client. Sauf que ces idées, au lieu d'en remettre qu'une, on va chercher à retenir 3 pôles d'idées, 3 thématiques bien distinctes, que l'on va tester une nouvelle fois sur le web. On va refaire de la publicité, on va finalement tester est-ce que les gens sont prêts à accepter cette idée. Et du coup, lorsqu'on remet finalement à notre client les idées qu'on a sélectionnées, on ne vient pas seulement avec des idées, on vient avec de la data. Ben, ok, on a ces idées, mais on sait que tant d'utilisateurs sont prêts à s'inscrire et à quel prix. Donc c'est déjà des données relativement intéressantes pour pouvoir lancer les démarches de création du projet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un outil de aide à la décision. C'est-à-dire que nous, comme on faisait avant la venue de Barnet dans notre écosystème, bah, on faisait notre phase d'observation qualitative, on créait des axes d'amélioration, on créait 3 concepts et on proposait ça aux clients. On a un concept A, un concept B, un concept C. Nous, on pense que le concept A, il est pour tel type d'utilisateur et il fonctionne dans un écosystème, etc. etc., etc. Aujourd'hui, on va présenter ces trois projets, mais avec des données, puisqu'on a testé à travers ces différentes méthodes et on pourra vraiment utiliser ces KPIs pour l'aide à la décision. Et donc finalement, une fois que le projet est lancé, et il faut qu'il soit lancé le plus rapidement possible, surtout pas attendre que toutes les futures, c'est pas grave qu'il ne soit pas parfait le projet, surtout il faut vite qu'il soit lancé pour avoir des premiers utilisateurs afin de comprendre comment le faire évoluer. Et on saura finalement leur proposer au bon moment les futures évolutions du projet. Voilà. Voilà, donc cette méthode, en fait, on l'a développée ensemble. Elle ne nous appartient pas, elle vous appartient. On a fait ça, on espère que vous pourrez l'utiliser, la contribuer, la challenger, challengez-nous. C'est une méthode qui est à la performance, du coup, on challenge des projets, elle se doit elle-même d'être challengée. Pour l'instant,